Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La réforme de la SNCF adoptée définitivement par le Parlement après un dernier vote du Sénat. La Haute Assemblée a donné son feu vert au nouveau pacte ferroviaire par 245 voix pour, contre 82. La majorité sénatoriale appelle à présent les syndicats à mettre un terme à la grève. Réaction et analyse dans un instant. La mobilisation contre les 80 km/h ne faiblit pas alors que cette mesure doit rentrer en vigueur le 1er juillet. Les sénateurs espèrent encore convaincre Matignon de laisser le choix au département de l'appliquer. Ils sont reçus par Édouard Philippe à 16h. On en parle dans cette édition. Des sénateurs veulent encadrer la formation des imams. Ils estiment que l'absence d'organisation de l'islam conduit parfois à des dérives. Mais la loi de 1905 empêche l'État de s'immiscer dans la pratique des cultes. La séance et le débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, on retrouvera Saveria Rojek et Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Le multiplex, c'est tout de suite. La réforme ferroviaire a donc été adoptée définitivement par le Parlement. Après l'Assemblée nationale hier, le Sénat a donné son feu vert à une large majorité. Écoutez, c'était il y a 3 heures. Si le résultat du scrutin 124 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs ou groupes politiques et notifiées à la présidence, il y a 343 votants, 327 exprimés, pour l'adoption 245, contre 82. Le Sénat a donc adopté les conclusions de la commission mixte paritaire et le pacte ferroviaire. Madame la ministre. Voilà, et on va retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle qui a suivi pour nous l'adoption définitive, on le disait Tam, par le Parlement de cette réforme ferroviaire. Oui, adoption définitive et adoption très large par le Sénat dans un climat de franc consensus entre la majorité sénatoriale et Elisabeth Borne. La ministre qui a remercié le Sénat, qui a salué la co-construction avec la Chambre haute et qui a dit toute cette fierté d'avoir bâti un texte qu'elle juge, elle, essentiel pour le bien de tous. Écoutez la ministre des Transports qui s'exprimait au début de la discussion générale ce matin. Nous avons, mesdames et messieurs les sénateurs, écrit une loi nécessaire. Nécessaire pour nos concitoyens qui attendent un meilleur service public ferroviaire au meilleur coût. Nécessaire pour donner aux régions les leviers qu'elles attendent pour mettre pleinement le train au service des territoires. Nécessaire pour conforter le statut public de la SNCF, tout en lui donnant la souplesse d'une véritable entreprise responsable de son destin. Nécessaire, enfin, pour garantir aux cheminots que l'ouverture à la concurrence s'accompagnera d'un cadre social protecteur. Alors je le disais, l'adoption a été très large au Sénat, moins qu'à l'Assemblée nationale hier. Cependant, l'Assemblée où il y a une écrasante majorité de la République en marche, au Sénat, eh bien, à la majorité des Républicains, les centristes, LREM, le groupe RDSE ont voté pour d'une même voix. Cela s'explique notamment par le fait que le Sénat a largement contribué à façonner le texte final. Il faut dire que la Commission, mais aussi Gérard Larcher, s'est personnellement impliqué pour remodeler le volet social du texte et que finalement, eh bien, le travail du Sénat, il se retrouve quasiment intégralement dans le texte final de la commission mixte paritaire. Écoutez le rapporteur, le sénateur LR, Gérard Cornu. Je me réjouis d'autant plus de cette large majorité que le texte issu de la CMP préserve, et je dois vraiment vous le dire, l'essentiel des apports du Sénat. Pour mémoire, nous avions enrichi ce texte avec 4 objectifs. Premièrement, préserver les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire. Deuxièmement, renforcer les garanties offertes aux salariés. Troisièmement, poser les conditions d'une ouverture réussie à la concurrence. Et enfin, maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire.
Lune de miel donc entre LR et LREM ce matin dans l'hémicycle. Ont manqué à l'appel les voix des communistes et celles des socialistes. Les communistes, ce sont les plus virulents opposants à la réforme, cela depuis le début de l'examen de ce pacte ferroviaire. Et c'était leur baroud d'honneur parlementaire tout à l'heure. On va écouter la présidente du groupe communiste, Éliane Assassi, qui refuse que la SNCF suive la voie d'Engie. Au passage, elle a fait une petite allusion à l'actualité. Écoutez. Aujourd'hui, chez Engie, société anonyme à l'origine de capitaux totalement publics, le taux de redistribution aux actionnaires se situe à un niveau extraordinaire à hauteur de 333% pour les années 2009 à 2016. Ça fait beaucoup de pognon, comme dirait l'autre, alors que dans le même temps, le taux de participation des salariés était de 1%. Quant aux tarifs, ils ont augmenté de 80% pour les usagers. Nous ne voulons pas de cette voie pour la SNCF qui doit rester la cheville ouvrière du droit à la mobilité pour tous. Vous l'avez entendu, la petite phrase sur le trop de pognon des aides sociales d'Emmanuel Macron a donc encore résonné ce matin dans l'hémicycle. Reste que cela restait l'une des petites notes dissonantes dans le climat de large consensus qui a marqué l'adoption du texte ce matin. Merci à vous, Tam, pour ces précisions et on vous retrouvera tout au long de cette édition. Alors, qu'y a-t-il dans le texte définitif? On fait tout de suite le point avec Cécile Sixou. Une photo souvenir à la sortie de l'hémicycle. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, Gérard Cornu et Hervé Maurey, les rapporteurs du texte au Sénat, sont soulagés. Quelques minutes plus tôt dans l'hémicycle, les sénateurs ont définitivement adopté le pacte ferroviaire. Pour l'adoption, 245 contre 82. Fin du débat parlementaire donc, qui devrait signer, selon Gérard Cornu, la fin de la grève. J'appelle les grévistes et les syndicats à arrêter cette grève. En fait, il n'y a plus de raison de faire grève puisque la loi est votée. La continuer, c'est affaiblir aussi la grève. Et donc, je trouve que maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Une position partagée par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui se remet dès demain à la table des négociations avec les syndicats. Je souhaite lancer sur de bons rails, si je peux dire, la négociation de la convention collective. Donc c'est effectivement un enjeu important puisque c'est le cadre social qui va s'appliquer à tous les salariés de la branche. Moi je fais confiance aux partenaires sociaux pour construire un cadre social de haut niveau. La nouvelle loi prévoit de transformer la SNCF en société anonyme, de fixer le calendrier de l'ouverture à la concurrence, mais aussi de supprimer l'embauche au statut des cheminots dès 2020, une mise à mort de la SNCF pour le sénateur communiste Fabien Gay. Nous n'oublierons jamais ce qui vient d'être fait ici dans cet hémicycle. En 3 jours à l'Assemblée nationale, en 3 jours au Sénat et en 1 heure, montre en main à une commission mixte paritaire, on vient de mettre à bas 80 ans de service public du ferroviaire et de cette grande entreprise nationale qu'est la SNCF. Comme le dit Alfred Hitchcock, le crime était presque parfait. Les syndicats ont appelé à poursuivre la grève et à se mobiliser massivement le 28 juin pour la manifestation interprofessionnelle. Et on reviendra dans un instant sur cette réforme ferroviaire adoptée, je vous le disais, par le Parlement après cet ultime vote du Sénat. La mobilisation des sénateurs justement contre les 80 km/h ne faiblit pas. Alors que la mesure doit entrer en vigueur dans 15 jours, les élus remettent leur rapport à Matignon aujourd'hui. Ils présentent d'ailleurs un dispositif alternatif. Audrey Vuitaz. Aujourd'hui, Jean-Luc Fichet s'apprête à jouer sa dernière carte. Avec 2 autres sénateurs, il doit rencontrer le Premier ministre et tenter de le faire fléchir sur la limitation à 80 km/h généralisée sur les routes secondaires. Une mesure dont Édouard Philippe est justement le principal artisan. Et à 15 jours de l'entrée en vigueur de la réforme, le trio sénatorial a bien peu d'espoir. Ce serait peut-être bien de reporter de quelques mois. Il n'y a pas une urgence extrême à prendre cette disposition-là. Et puis de consulter les présidents de conseils départementaux, puisque ce sont eux qui réalisent l'essentiel des investissements sur les voies secondaires, et les maires. En tous les cas, au moins qu'ils listent les routes de leur département en disant écoutez, voilà, là, ça semble pertinent. Une limitation au cas par cas, selon la dangerosité du tronçon. D'après le sénateur, cela permettrait de conserver une vitesse de 90 km/h sur 18% des routes actuellement concernées par la réforme. Un aménagement qui permettrait aussi de rendre plus acceptable cette mesure qui cristallise le mécontentement des Français. On a quand même un peu le sentiment que notre Premier ministre ne connaît pas bien le monde rural. Parce que ce n'est pas une problématique du monde urbain.
C'est vraiment une question qui concerne les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller au travail tous les matins. Alors oui, les sénateurs vont essayer une dernière fois de développer les conclusions de leur rapport, même si Édouard Philippe a plusieurs fois exclu tout aménagement de la mesure, et tant pis si cela le rend impopulaire. Et on va d'ailleurs tout de suite retrouver Saverien Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat. Vous êtes avec Michel Raison. Il fait partie des 3 sénateurs qui seront reçus à Matignon dans 1 heure. Absolument. Bonjour Michel Raison, merci de répondre à nos questions. Vous serez reçu d'ici moins d'1 heure, bien sûr, par Édouard Philippe à Matignon pour lui remettre officiellement votre rapport. Que comptez-vous dire au Premier ministre pour le convaincre de changer d'avis sur cette mesure qui doit maintenant être appliquée d'ici 15 jours Alors, sachant qu'il a déjà eu le temps de le consulter puisqu'on lui a fait remettre par le président Larcher au mois d'avril. Vous pensez que vous pouvez encore lui faire changer d'avis? Je pense que ce sera difficile. Par contre, on va continuer de développer nos arguments. Mais on ne le fait pas pour l'offenser. C'est ce qu'on avait mis d'ailleurs dans un certain nombre de communiqués de presse, c'est une main tendue. Parce qu'on n'est jamais sûr d'avoir raison, bien sûr, et moi le premier, mais lorsqu'il y a pas loin de 80% des Français, une dizaine de ministres, pratiquement tous les départements de France, il faut quand même se poser des questions. Donc on va redévelopper un certain nombre d'arguments pour essayer de le convaincre, pour lui rendre service. La recommandation principale que vous faites dans ce rapport, c'est de décentraliser au niveau des départements. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, c'est un geste politique fort parce que au moment où l'État recentralise un certain nombre de décisions, on va lui démontrer que c'est fort possible. On a déjà dans nos départements, en accord avec le préfet, placé des tronçons à 70 km/h. Dans nos propres villes, on a tous été plus ou moins maires, un jour ou l'autre, on a mis des zones à 30. On n'a pas demandé au Premier ministre qu'il fasse confiance aux élus de terrain. C'est pas des sauvages, ils sont également des grands défenseurs de la sécurité routière, donc il a tort de s'entêter. Donc ce que vous proposez dans ce rapport, c'est un véritable dispositif alternatif. Alternatif, avec une prise de responsabilité des gens de terrain, c'est un mot qui est parfois un peu galvaudé, mais qui connaissent parfaitement la situation, mais ne pas généraliser 400 000 km de route, peut-être plus d'ailleurs, parce qu'on n'a peut-être pas compté les routes communales, et c'est vraiment ridicule et contre-productif. Et quand Édouard Philippe dit que ça va sauver 400 vies chaque année, mais il n'en sait rien. Il n'en sait rien. C'est une grande majorité des experts. C'est basé, oui, mais c'est basé sur des études très virtuelles. Donc j'espère qu'on va continuer de sauver des vies, en particulier d'ailleurs avec des mises à 2 fois de route, avec les progrès technologiques sur les voitures et avec plus de responsabilité des conducteurs. D'ailleurs, il va y avoir 120 radars modifiés cette année. Il va y avoir aussi beaucoup plus de contrôle. Et ça, on a besoin de contrôle. Mais à partir du moment où vous serez à 80 km/h, c'est plus du contrôle. Ceux qui défendent la thèse du racket vont finir par avoir raison. Je le disais, la mesure entre en vigueur au 1er juillet, d'ici 15 jours. Vous pensez réellement pouvoir encore changer les choses? Vous savez, même si on n'arrive pas à changer les choses, les combats qui sont perdus, c'est ceux qu'on n'a pas conduits. Ça, c'est connu. Et j'ose espérer que le combat qu'on vient de conduire, le travail très sérieux qu'on a fourni, tout à fait en dehors de la politique politicienne, portera forcément un jour ses fruits. Très bien. Merci beaucoup. Merci Michel Raison d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction en direct. Je vous le disais en titre, la formation des imams en débat en séance cet après-midi. Une proposition de loi est examinée. Pour en savoir plus, on va tout de suite retrouver Tam Tranui depuis la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, quel est l'objet de ce texte ? Eh bien, le constat, c'est que certains cultes ne sont pas bien encadrés par la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, des Églises et de l'État. Cet après-midi, on parle de la formation des ministres des cultes et vous l'avez dit, ce qui est clairement visé, c'est la formation des imams. Pour Nathalie Goulet, André Reichardt, qui sont à l'origine de la proposition de loi qui est débattue cet après-midi et qui ont travaillé tous deux avec Corinne Ferret, sénatrice socialiste, sur l'islam en 2016, l'islam pose problème et dans leur rapport d'information, ils avaient appelé à établir la transparence, à lever les ambiguïtés. Octobre 2017, donc, ils déposent la proposition de loi qui est débattue cet après-midi et je cite, qui dit que faute d'un encadrement légal minimum, le culte musulman est aujourd'hui exposé à des dérives et à des pratiques opaques dont les premières victimes sont les musulmans eux-mêmes. Ils font donc plusieurs propositions, une unification du régime applicable au culte. Ils veulent que les ministres des cultes soient uniquement recrutés parmi des personnes qui justifient d'une qualification cultuelle reconnue. Enfin, ils veulent la mise en place de sanctions
pénale en cas de manquement. Notez cependant que le texte a largement évolué, cela sous l'impulsion de la rapporteure UC Françoise Gatel, qui face à un certain nombre de difficultés constitutionnelles posées par le texte initial a largement changé le texte. Notez également que tout à l'heure, Jacqueline Gouraud, qui représente ici la voix du gouvernement, a rappelé qu'il y avait chez Emmanuel Macron la volonté d'initier une réflexion pour poser les jalons d'une réforme et pour avoir un véritable islam de France. Merci à vous, Tam. Alors avant d'ouvrir le débat avec mes invités, on va voir avec Sandra Serqueira comment sont formés aujourd'hui les imams en France. Elle s'est rendue à Saint-Denis, dans l'un des 2 instituts de formation. Pour devenir imam, pas besoin de formation. Mais Abdallah Touré, qui exerce depuis une dizaine d'années, a ressenti le besoin de passer un diplôme. 3 ans d'études à l'Institut européen des sciences humaines de Saint-Denis. Un bagage indispensable selon lui, car chaque verset du Coran peut être interprété de différentes façons. Le message doit être très très clair. C'est-à-dire que bien sûr ça doit être fidèle au texte et aussi on doit prendre en considération le contexte et le milieu dans lequel nous vivons. C'est-à-dire que tout ça, ça demande une maîtrise, une bonne maîtrise de la chose, ce qui veut dire que les imams se doivent d'être déjà responsables et aussi compétents. Lorsqu'on fait une recherche sur l'islam sur Internet, les 5 premières pages conduisent sur des sites salafistes. C'est pour lui le principal défi des imams, alors que l'intérêt pour la religion revient chez les jeunes. Une personne qui n'a pas de suivi, on va dire, religieuse, théologique, il va prendre n'importe quel livre, il va feuilleter, il va peut-être prendre tout et n'importe quoi. Ce qui veut dire que c'est pour ça qu'il est important de suivre cette formation pour savoir là où prendre ces informations. Comme lui, près de 700 personnes sont formées chaque année dans cette école coranique. Des jeunes étudiants, mais aussi un public plus âgé d'imams qui se fait chaque fois plus nombreux. Pour le directeur, c'est une bonne nouvelle. Seule façon, estime-t-il, de mieux contrer les discours radicaux, notamment salafistes. Dans nos programmes, vous allez trouver dans les différentes disciplines religieuses qu'on enseigne, on en parle de ces sujets-là, comment comprendre les textes, comment les interpréter. On évoque la question justement du djihad, comment la comprendre, la question justement des valeurs musulmanes, de respect, de miséricorde, de dialogue avec les autres, les questions même contemporaines comme la question de la citoyenneté. Il défend la création d'un islam de France, un modèle national, à la fois théologique et profane. Et pour cela, il est nécessaire, selon lui, de sécuriser le statut de l'imam. La formation, le statut de l'imam, sa mission au sein de la mosquée ou de l'association, et quels sont ses droits après par rapport au salaire, au statut social, etc. Il y a tout un travail qui a été fait, mais malheureusement n'a pas été finalisé. Je pense que c'est une question qui revient aux instances musulmanes, en fait. Reste aussi la question du financement. Gérard Collomb a assuré que l'État pourrait financer des cours théoriques à l'université, ce qui ne passe pas auprès des défenseurs de la loi de 1905 sur la laïcité. Et on ouvre le premier débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jacqueline Eustache-Brignot, bonjour. Merci d'être avec nous, sénatrice LR du Val d'Oise. J'accueille également Corinne Ferré, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste du Calvados. Vous avez été la présidente de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France, mais aussi de ses lieux de culte. Bienvenue à vous. Sur ce plateau également, Bernard Godard, bonjour. Vous êtes spécialiste de l'islam, ancien fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Et Abdelli Mamoun, bonjour. Vous êtes l'imam d'Alfortville. Ex-imam. Ancien imam d'Alfortville, vous avez raison de le préciser. Les sénateurs sont partis d'un constat. Tout musulman peut guider la prière commune et la notion de ministre du culte n'existe pas. Et cette situation exposerait, selon les sénateurs, le culte musulman à des dérives et à des pratiques regrettables. Est-ce que vous partagez ce constat ? Bien sûr, à partir du moment où on a pour mission d'encadrer des fidèles et de leur inculquer un discours religieux. Si le contenu de ce discours religieux n'est pas en adéquation avec les valeurs républicaines, forcément, on crée une composante qui se communautarise, qui s'exclut de la société
et qui va bien entendu s'isoler et voire même parfois désavouer la société dans laquelle elle vit. C'est le cas notamment avec les idéologies salafistes ou autres qui sont dans cette logique-là d'interdire les musulmans à participer au débat démocratique, parce que pour eux, la démocratie, c'est purement et simplement de l'hérésie, la laïcité, c'est de la mécréance, les valeurs républicaines, je m'assois dessus, et j'en passe et des meilleurs. Donc il y a un problème dans mais le ils ne sont pas représentatifs de l'islam de France, justement, ces personnes. Ces personnes ne sont pas du tout représentatives de rien du tout, ni de l'islam, ni de la France, ça c'est sûr. Mais ce que moi je pense, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là arrivent à être influents dans des zones non contrôlées, des zones aujourd'hui qu'on peut appeler des zones de non-droit, que sont certaines mosquées en France, qui sont mal encadrées, qu'il faut épurer, qu'il faut bien sûr réorganiser. Je suis contre la fermeture. Je vous le dis franchement, que les auditeurs ne comprennent pas, ou les téléspectateurs, parce que c'est vrai que je travaillais beaucoup avec les radios, donc je dis parfois les auditeurs, mais je veux dire par là, non, la fermeture des mosquées, ce n'est pas une solution. Ce qu'il faut, c'est tout simplement dissoudre l'association, quand on a un problème avec une association, et la remplacer par une équipe compétente, parce que ce n'est pas aux fidèles de payer les pots cassés des erreurs commises par les responsables. Pourquoi on a besoin d'une nouvelle loi, alors que, justement, monsieur vient d'en parler, on a déjà la possibilité de fermeture administrative de certaines mosquées, on l'a vu notamment après les attentats. Alors une nouvelle loi cet après-midi, c'est une proposition de loi qui est en discussion, qui a été considérablement, je dirais, réduite en termes de nombre d'articles pour rester conforme à la Constitution et ne pas être sur des propositions qui ne pourraient jamais être mises en œuvre. Donc un certain nombre d'articles limités pour proposer d'organiser, je dirais, les choses un peu différemment. Ce sur quoi je voulais insister, j'ai été, comme vous l'avez rappelé, présidente de la mission d'information sur l'islam en France. Nos travaux ont été, dès le début, guidés par, je dirais, un principe, c'est de ne pas remettre en cause la loi 1905, qui peut s'appliquer totalement dans son entièreté et totalement aujourd'hui. Respecter la loi 1905 qui, je le rappelle, sépare les pouvoirs ou sépare l'État et les religions. À partir de là, il y a un certain nombre d'actions que l'État peut mener, mais évidemment pas intervenir, agir à la place des religions. C'est tout le problème, c'est tout l'enjeu justement juridique, sans passer par une révision constitutionnelle. L'État ne peut pas s'immiscer dans une religion. C'est la loi de 1905 qui, en conformité et avec la Constitution, je rappelle dans l'article 1er de la Constitution, et cette loi de 1905 qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons dans une république laïque et où chacun de nos concitoyens peut croire ou pas, et s'il fait le choix de croire dans l'une ou l'autre des religions, eh bien, il peut le faire dans les mêmes conditions. Est-ce que l'État peut rester justement à l'écart si on en suit la loi de 1905, justement, de cette question de l'encadrement et de la formation des imams? Moi, je voudrais revenir sur deux choses. Parce que c'est vrai qu'on a une vraie difficulté avec une forme de l'islam qui s'impose chez nous. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des réflexions qu'on peut avoir, pourquoi parler de l'islam de France ou de l'islam en France? C'est l'islam, quoi, je veux dire. Et l'islam, il doit se fondre dans la République, comme ont fait toutes les religions de ce pays. La religion catholique, ça n'a pas été si simple, la loi de 1905. La communauté juive, ça n'a pas toujours été facile, mais ce sont des religions qui se sont fondues dans la République. Et l'islam doit se fondre dans la République. On a un vrai problème aujourd'hui parce que cette religion n'est pas organisée. Monsieur, vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas fermer une mosquée. Moi, je ne sais pas s'il faut en fermer ou pas. On sait quand même, le rapport Cazeneuve de 2016 avait pointé 120 mosquées salafistes. Il y en a 15 de fermées maxi depuis 9 ans. Je pense qu'il faut aussi, peut-être à ce moment-là, pour éviter de les fermer, que le monde musulman s'approprie cette difficulté et, entre guillemets, je vais peut-être, mes mots vous choquer, mais fasse un peu le ménage aussi. C'est-à-dire qu'en France, il y a 65 millions d'habitants, 5 millions de musulmans. Alors parfois c'est 4, parfois c'est 6, donc moi je dis 5. Voilà, parmi ces 5 millions, il y en a peu qui posent problème. Et quand ils posent problème, ils posent vraiment problème. Donc il faut aussi que les musulmans de France soient acteurs et s'organisent et qu'ils trouvent eux-mêmes aussi des solutions. On est dans un État laïque. Peut-être qu'il y a des choses qui ne s'adaptent pas à notre société laïque française, mais c'est à l'islam de se poser les questions et de trouver aussi des solutions pour que nous puissions vivre en France. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde dit c'est difficile, le mot vivre ensemble, ça veut dire, c'est vivre
ensemble en France, voilà, au-delà des religions, avec un État laïque qui doit rester à sa place. L'État n'a pas à s'immiscer. Bernard Godard, est-ce qu'on peut justement s'immiscer dans l'islam en particulier sans justement s'attaquer à cette loi de 1905 ? Ça paraît compliqué, on voit bien l'enjeu juridique autour de cette table. Concernant l'objet d'aujourd'hui, c'est-à-dire la formation des imams, le statut des imams, oui, il y a possibilité effectivement de s'immiscer, enfin d'essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je trouve que le projet de loi est intéressant parce qu'il cite la notion d'ordre public, qui est important, puisque l'article 1 de la loi 1905 dit bien que l'État, normalement, ne se mêle pas des cultes, sauf qu'effectivement, s'il y a atteinte à l'ordre public. Il cite aussi de l'intérêt général. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que l'intérêt général, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les imams sont des acteurs sociaux. Donc, ils ont un rôle social. Hein, et ne serait-ce que pour cet aspect-là, il y a effectivement, ça mérite qu'il y ait une attention soit portée par l'État. Alors, ça fait quand même presque 15 ans que, surtout après la création du Conseil français des cultes musulmans en 2003, une réflexion a été menée, assez approfondie là-dessus. Il y a un certain nombre de champs, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels l'État peut intervenir, dans lesquels la société et l'État, ne serait-ce que par exemple par la formation des imams ou des cadres religieux, à tout ce qui n'est pas de le champ proprement théologique. Et ça existe déjà. Il y a ce qu'on appelle les diplômes civiques et civils. Il y en a 18, au nombre de 18, qui est effectivement qui permet de compléter ce qui est la formation normalement de base théologique dans laquelle l'État ne peut pas intervenir. Ça, c'est sûr. Mais l'autre aspect dont on parle moins, c'est l'aspect quand on parle de l'islamologie, c'est-à-dire qu'il y a un aspect concernant l'histoire de l'islam, tout ce qui est la connaissance académique du fait musulman, qui peut être ici, qui est utile pour les imams et d'aller, qui peuvent y aller. Alors justement, Bernard Godard, puisque le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, s'est prononcé, c'était chez notre confrère de BFM TV RMC, Jean-Jacques Bourdin, c'était le 18 mai, pour justement des cours d'orientalisme. On écoute tout de suite le ministre de l'Intérieur. Si vous voulez, je pense que dans l'avenir, effectivement, il faudra qu'il y ait des imams français qui parlent français, qui puissent psalmodier, s'ils le veulent, en arabe, mais en tout cas, qui parlent français, qui soit adapté à la société française. Donc, il faut avoir un islam qui soit un islam français. Quand vous pensez que l'Arabie Saoudite forme, par exemple, en ce moment, 40 jeunes Français qui deviendront imams en France, ensuite qui vont répandre la parole, et peut-être une parole wahhabite. J'aime mieux, si vous voulez, que dans nos universités, il y a à nouveau une grande école orientaliste qui attire un certain nombre de jeunes musulmans. Oui, c'est ce qui va se passer. Comment réagissez-vous à ces propos ? On sait que tout le monde n'est pas d'accord avec cette proposition du ministre de l'Intérieur de faire justement des cours, bien sûr, l'islam, l'orientalisme. Alors déjà, ce mot-là, il est un peu galvaudé ce sont les propos du ministre de l'Intérieur. C'est assez néocolonial comme expression, donc il faut déjà corriger l'expression. Parce qu'on a toujours parlé de l'orientalisme comme étant un mouvement et un lobby qui a pour objet d'envahir ou de dominer le monde musulman. Alors que là, il s'agit simplement de faire en sorte de s'assurer que nos imams, nos cadres religieux est un discours en cohésion avec la société dans laquelle ils vivent, c'est-à-dire la France. Et que ces imams-là, dans leur discours religieux, ça soit des discours dans lesquels ils encouragent les citoyens à être des patriotes, des gens qui aiment la France, des gens qui sont dévoués, qui ont une certaine notion de fidélité et de reconnaissance à l'égard du pays dans lequel ils vivent. Aujourd'hui, non. Moi, par exemple, quand j'ai eu l'initiative avec des imams au Bataclan après les attentats de chanter la Marseillaise, j'ai fait l'objet de risées, d'insultes, de toutes les propos les plus détestables parce que j'avais chanté la Marseillaise. Aujourd'hui, on en est là aujourd'hui au sein de la composante musulmane où une grande partie de celles-ci ne se sentent pas pleinement intégrées dans le paysage français, ne se sentent pas des Français. Donc on peut parler d'islam de France, comme le propose effectivement Madame Goulet et son équipe qui travaille dans ce sens-là, parce que effectivement nous avons besoin d'avoir une relation avec nos compatriotes de confession musulmane qui soit en harmonie avec le reste de la communauté nationale. C'est tout. Corinne Ferré, est-ce que vous seriez favorable à cette proposition du ministre de l'Intérieur ? Il dit qu'il faut qu'il y ait aussi des imams qui parlent français. Il y a aussi beaucoup d'imams qui sont formés, ça a été rappelé en Arabie Saoudite ou encore au Maroc où vous étiez rendu d'ailleurs. Alors au Maroc, justement, je trouve que l'expérience, en tout cas ce qui est mis en place est intéressant. Il y a une convention qui a été signée entre la France et le Maroc pour que des imams français
français aillent se former aux faits religieux, sur l'aspect religieux, à Rabat, précisément à l'Institut de formation des imams. Ils parlent français, lorsqu'ils sont formés, ils reviennent évidemment dans leur pays, ils parlent français. C'est extrêmement important, effectivement, que les cadres religieux puissent s'exprimer dans la langue de leur pays, et le français en particulier. Je pense notamment, vous l'avez évoqué aussi, pour que les jeunes qui souhaitent pratiquer la religion musulmane trouvent écho et puissent pratiquer leur religion dans des mosquées qui ont pignon sur rue, et non pas sur Internet, où un certain nombre d'informations totalement fausses leur est donné, mais que dans ces mosquées, ils entendent parler français pour que le prêche puisse évidemment être compris, et que aussi les imams qui sont avec nos concitoyens musulmans, soit aussi dans cet échange compréhensible par tous. Et que l'imam qui est présent dans cette mosquée en question soit totalement intégré. Et pourtant, on nous dit aussi qu'en période de Ramadan, il y a aussi beaucoup d'imams de l'étranger qui viennent en France. C'est différent, oui. Différent mais ils sont là. Oui. Alors, Jacqueline Eustache-Brillant, c'est Bernard Godard. Alors moi, déjà, ça me paraît évident que tous les prêches doivent être en français et que tout le monde doit parler français. La langue de la France, c'est le français. Donc il n'y a aucune justification à ce que les prêches et que dans les mosquées, on ne parle pas français. Dans les églises, on parle français. On a eu Vatican II. Il y a de la messe en latin dans certaines églises. On a eu Vatican II. Les choses sont claires. Si vous connaissez des messes en latin, écoutez, vous me direz où, mais il ne faut pas exagérer. Et puis, je ne pense pas qu'un curé ait les propos de certains prêches salafistes dans certaines mosquées. Il faut quand même juste le dire. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Moi, je pense que la langue de la France, c'est le français. Donc, ça me paraît évident qu'on soit obligé de parler français. Vous parliez à l'instant des 300 imams qui sont venus. Moi, je m'interroge sur la formation de ces imams aux valeurs de la République. Je m'interroge. Voilà. On fait venir des imams étrangers pour prêcher les 3/4 du temps, j'imagine, non pas en français, mais dans la langue de leur pays. Et ils n'ont aucune notion des valeurs de la République que l'islam doit partager avant tout. Nous sommes des citoyens avant d'être des religieux dans ce pays. C'est un État laïque qui est un modèle pour beaucoup de pays. Nous sommes d'abord citoyens, puis nous sommes religieux. Dans notre quotidien, c'est la loi de la République qui s'impose à tous. À tous, que ce soit les juifs, les catholiques, les musulmans, les bouddhistes, c'est la loi de la République dans notre quotidien. Donc ces 300 imams qui viennent, en quoi sont-ils représentants des valeurs de la République? C'est extrêmement choquant. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ce n'est pas possible. Nous devons avancer ensemble. Et je le redis, les musulmans doivent aussi être acteurs de solutions pour que ça se passe mieux. Et pour eux-mêmes. Bernard Godard. Oui, alors il faut dissocier les imams permanents, ceux qui sont envoyés pour toute l'année, qui sont détachés pendant 4 ans par les pays d'origine, et ce qu'on appelle les imams du Ramadan, c'est-à-dire les imams qui viennent uniquement pendant le mois de Ramadan. Les veillées du Ramadan. Ils viennent pour la psalmodie plus particulièrement. C'est pas il y a quelques prêcheurs, certes, qui ont des qualités, mais la majorité, c'est pour leur qualité de psalmodieurs. Ça fait un certain nombre d'années que ça se passe. C'est des gens qui reviennent. On n'a pas constaté des gens qui se maintenaient sur le territoire à l'issue de leur contrat. Bon, on n'a pas eu de gros problèmes là-dessus. Concernant les imams, les 300 imams que vous évoquez, c'est 150 imams turcs et à peu près 130 imams algériens. Donc, si vous voulez, c'est vrai que là, le cas le plus extrême, c'est le cas des imams turcs, qui ne parlent pas un mot de français. Pas un mot quand ils Pas un mot, et donc, effectivement, le pouvoir, le gouvernement turc, c'est-à-dire le ministère turc des Affaires religieuses, ne veut pas qu'ils apprennent le français. Et alors, on a ce problème en France, on n'en prend pas la mesure, ça c'est vrai, mais en revanche, en Allemagne et en Autriche, on en prend la mesure. Bon, en Autriche, on est un peu dans un cas extrême, puisque le chancelier vient d'expulser certains imams, ces imams turcs, etc. Donc ça pose de problèmes. Mais effectivement, je serais plus nuancé pour les autres. Par exemple, pour les imams algériens, on a beaucoup de francophones. Donc ils sont capables quand même d'accomplir le prêche en français, c'est une chose. Ensuite, si vous avez, là, on est en 2018, c'est-à-dire que les choses ont énormément évolué sur le prêche lui-même. Il est dit assez souvent en français, c'est ça. Oui, et il y a souvent un traducteur qui est là pour effectivement. Donc les choses sont plus contrastées. Effectivement, il y a maintenant, on était dans une situation beaucoup plus compliquée. Il y a le problème de la formation, il y a aussi le problème du financement, et c'est souvent lié.
je voudrais qu'on vienne peut-être... Juste pour faire une petite remarque par rapport à ce qu'a dit nos amis, est-ce que c'est vraiment la langue qui est le souci ? Est-ce que c'est pas le contenu ? Parce que d'accord, c'est bien qu'on dit aux imams parler français, mais s'ils parlent français pour tenir un discours intégriste, autant qu'ils restent en arabe, comme ça au moins il va laisser nos enfants tranquilles. Le problème, c'est pas... Non, parce qu'on se focalise sur la langue française, alors que c'est le contenu du discours. Laissez-moi terminer. Mais bien sûr que j'aime la France, j'aime la langue française, j'ai pas de problème avec ça, je suis au contraire tout à fait d'accord. Mais quel est le vrai problème ? Est-ce que c'est le problème de la langue ou c'est le contenu du discours ? Mais c'est d'abord le contenu du discours. Parce que s'il parle parfaitement en français, mais pour inculquer des idées salafistes aux jeunes, en français, à quoi bon qu'ils parlent en français ? Donc le problème, c'est pas la langue, c'est le contenu, c'est le discours. C'est ce qui est l'apologie du terrorisme, c'est le message. C'est le coup de la loi, Corinne Ferré. Qu'est-ce que ça va changer, cette proposition de loi ? Qu'est-ce que ça peut changer ? Bien, justement, c'est ce que je vous disais, moi, sur cette proposition de loi. À la fois, je considère qu'elle n'apporte rien de plus qui soit dans... le cadre, j'insiste bien, de la loi 1905. C'est celle-ci qui doit être, évidemment, qu'on doit tous respecter, et c'est celle-ci qui doit nous guider dans la façon dont les choses pourraient évoluer pour toutes les religions. Moi, je ne veux pas non plus seulement focaliser sur une religion ou autre. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Il y a des difficultés, mais les musulmans peuvent se sentir aussi stigmatisés par ce type de il faut faire extrêmement attention aussi dans les débats que l'on peut avoir. Il faut, encore une fois, rester... L'État est à sa place. Il peut accompagner les religions en termes de formation. Vous l'avez évoqué sur les formations civiles. C'est les diplômes universitaires qui ont été ouverts dans 18 universités aujourd'hui. Il y a eu la création, l'organisation d'une instance de consultation, de dialogue avec les représentants de la religion musulmane sous l'égide de Bernard Cazeneuve lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que voilà, on peut créer des rencontres, non pas institutionnalisées, parce que ça veut dire que là, on sort du rôle et du pouvoir que l'État pourrait avoir et on sortirait de la loi 1905. Je considère qu'il faut l'appliquer à la lettre, à la virgule près et la respecter. Et on peut envisager d'autres organisations à côté. La question des aumôniers aussi, avec ce qui se passe en prison, l'aspect radicalisation. Qu'est-il prévu dans cette proposition de loi ? Il y a la formation des aumôniers qui existe déjà et qui sera prévue aussi. Donc tout ça, oui, parce que tout ça est lié aussi. Les problématiques qu'on a dans la prison, on ne peut pas l'ignorer. Mais moi, je voulais revenir quand même sur des choses que nous devons partager ensemble. Vous aviez rappelé que... le CFCM a été créé en 2003. On en est où aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça a apporté comme apaisement dans le pays depuis 15 ans ? Rien. Rien du tout. Rien. Ça n'a servi à rien. On a encore... Il faut le réformer, c'est ce que vous dites. Il faut je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut peut-être faire autrement, mais ça fait 15 ans qu'on a une organisation qui ne sert à rien. Parce que malheureusement... Voilà, les Marocains ne s'entendent pas avec les Algériens, qui ne s'entendent pas avec les Tunisiens, qui ne s'entendent pas avec les Turcs. Donc, à un moment, jusqu'où l'État français doit aller ? C'est pour ça que j'insiste, peut-être lourdement, sur le fait que les musulmans doivent être acteurs ensemble de cette solution. C'est un peu le message du gouvernement d'ailleurs en ce moment avec les messages géniaux. Enfin, le message du gouvernement n'est pas très clair là-dessus, parce qu'on a un président qui est... on attend un discours. On attend le discours du président. Ça fait un an qu'on attend le discours du président. C'est pas le seul domaine d'ailleurs. Bernard Godard est d'accord, ça ne sert à rien le CFCM depuis qu'il a été créé, ça a été rappelé en 2003. Il en est fondateur en plus. Mais il a eu quand même son utilité. Il a beaucoup travaillé dans les premières années. Il y a eu des commissions de travail, Abdellah Imam y a participé, et cet élan a été bloqué, coupé net en 2005, lorsqu'il s'est produit une entente tacite, même pratique, entre la partie turque et la partie marocaine, qui ont confisqué le CFCM. Confisqué. C'est ça le mot, c'est-à-dire qu'en fait, c'est deux fédérations qui se sont entendues pour effectivement pratiquement coopter un certain nombre de responsables, etc. Et depuis, ça marche plus. Il y a une réforme en 2012 qui a voulu améliorer les choses, qui n'a fait que les aggraver, puisque les quelques notables qui étaient arrivés au pouvoir se sont maintenus. Donc ça a été encore plus gelé. Donc on va dire que le CFCM aujourd'hui, effectivement, il faut carrément tourner la page. Ouais.
Le mot de la fin avec vous, moi, je ne suis pas forcément favorable à tourner la page avec le CFCM. Moi, je pense qu'un Conseil français du culte musulman révisé, corrigé, amélioré pour lui donner une plus grande dimension citoyenne, patriote et française, parce que c'est pour ça que moi je parle d'islam de France, justement pour se débarrasser de cette ingérence extérieure. Et justement, là, je ne serais pas forcément d'accord avec Nathalie Goulet qui encourage justement ces échanges avec ces pays d'origine. Parce que qu'est-ce que vous croyez que le Maroc, en formant ces imams de France, quel est leur intérêt derrière? C'est tout simplement consolider le discours dans lequel il va encourager la communauté marocaine à rester attachée avec leur pays d'origine et donc à empêcher l'intégration de ses citoyens en France. Et ça, c'est totalement déplorable. Et c'est normal parce qu'ils quand même, ils travaillent pour leur intérêt. Chaque pays travaille pour son intérêt. Donc on ne va pas reprocher au Maroc de faire ce qui va dans le sens de ses intérêts. Donc il faut tout simplement couper les ponts d'abord, dans un premier temps, avec ces relations que l'on a, refranciser l'islam. Refranciser l'islam de manière à ce qu'il soit géré par des Français musulmans en France. Oui, mais je voulais apporter une petite précision par rapport à l'Institut de formation à Rabat et la convention avec le Maroc. C'est vraiment une organisation tout à fait transitoire pour pouvoir répondre à un besoin de formation dans le domaine cultuel que l'État français ne peut absolument pas proposer. C'était une organisation, encore une fois, je dis bien transitoire. Le discours théologique, c'est un discours d'allégeance à Dieu, à la Oumma, aux membres de la communauté des croyants, et en aucun cas à la France. Merci à vous, merci Bernard Godard et merci à vous Jacqueline Sage-Brignot. C'est la fin de ce débat. Les propositions des socialistes sur la réforme des institutions. On sait qu'un colloque est organisé aujourd'hui au Sénat. Pour en parler, on va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek. Vous êtes avec le président du groupe socialiste au Sénat, le sénateur du Nord, Patrick Kanner. C'est à vous. Absolument. Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. Merci de vous être interrompu justement dans ce colloque que vous présidez, colloque donc sur la réforme institutionnelle. Qu'est-ce qu'il ressort Quel thème se dégage des échanges cet après-midi? Déjà, le premier thème, c'est la méthode que nous avons utilisée. Faire participer les citoyens dans le cadre de notre plateforme Parlement et citoyens, améliorer potentiellement le texte sur les sujets qui ne sont pas du tout évoqués. Je pense par exemple comment mieux faire participer les citoyens à la construction législative, ce qui n'existe pas aujourd'hui, utiliser les nouveaux moyens numériques en la matière. Donc nous voulons aller plus loin que les propositions gouvernementales qui nous posent des problèmes sur le fond, notamment sur manifestement un affaiblissement des pouvoirs du Parlement. Nous voulons un pouvoir exécutif fort, et il est fort en ce moment, mais aussi un Parlement fort qui soit un véritable contre-pouvoir. Justement, vous parlez des droits du Parlement. Comment conserver les droits du Parlement alors qu'on accuse, justement, vous venez de le dire, le gouvernement de vouloir les amoindrir? Le gouvernement... Comment on les conserve Le gouvernement veut être efficace. Je crois que dans notre pays, qui n'est pas une start-up, on ne peut pas être efficace en minorant, voire en banalisant les droits du Parlement. Le Parlement n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il est là pour améliorer les textes, pour faire remonter les aspirations du terrain. Regardez ce qui s'est passé avec la loi ferroviaire, que nous n'avons pas votée. Mais le temps du Parlement n'est peut-être pas celui du temps de l'action gouvernementale. Oui, mais l'action gouvernementale, c'est 5 ans. Ce n'est pas 1 an. Et j'ai le sentiment qu'on confond vitesse et précipitation actuellement au niveau de la présidence de la République et de Matignon. Les parlementaires n'ont pas besoin de temps pour retarder les réformes, qui sont parfois utiles, mais simplement pour améliorer leur sens et améliorer leur efficacité. Je reprends l'exemple de la SNCF. S'il n'y avait pas eu le bicamérisme et la présence du Sénat, pensez-vous que nous serions sortis avec un texte qui certes ne nous satisfait pas complètement, loin de là, mais qui est quand même meilleur que celui sorti de l'Assemblée nationale? Respectons le Parlement et vous verrez que la démocratie sera renforcée dans notre pays. Je vous repose la question, Patrick Kanner. Est-ce que certaines pistes de travail que vous évoquez aujourd'hui vont être transmises ensuite au Parlement, au gouvernement, pardon? Bien sûr. Quand nous évoquons plus d'égalité hommes-femmes dans la Constitution, quand nous évoquons plus de place pour les citoyens dans la Constitution, nous ferons des amendements à la réforme constitutionnelle et nous saurons aussi nous opposer à ce qui nous semble de fausses bonnes idées, comme par exemple la baisse du nombre de parlementaires en France. Justement, Patrick Kanner, est-ce que votre groupe, est-ce que vous voterez la réforme institutionnelle, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle qu'elle a été dévoilée? Telle qu'elle est, non. Pourquoi? Parce qu'elle est saucissonnée dans l'espace et dans le temps. 3 lois, pourquoi ne pas avoir une seule loi, y compris en intégrant la baisse des parlementaires à l'intérieur de la réforme constitutionnelle, alors qu'elle est sur une loi organique aujourd'hui. Donc c'est quoi cette volonté de saucissonner la volonté politique? Il faut que les choses soient claires. Et pour nous,
Et beaucoup de groupes au Sénat ont la même position. Nous voulons examiner globalement la cohérence de la réforme et non pas... Ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Ce n'est pas le choix, c'est un choix manifestement tactique. Et nous ne sommes pas dans la tactique, voire même dans la tuyauterie. Nous sommes dans l'efficacité et l'amélioration et la modernisation de notre République. Très bien, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Patrick Henner, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saméria, pour cette réaction en direct. Que va faire le Sénat sur le projet de loi Schiappa sur les violences sexuelles et sexistes? Le texte sorti de l'Assemblée nationale est loin de faire l'unanimité, notamment du côté des associations de protection de l'enfance. Elles estiment que les victimes de viols mineurs seront moins bien protégées. Jordan Klein. Comment bien encadrer la question du viol sur mineurs? C'est ce à quoi ont tenté de répondre ce matin les sénateurs de la délégation aux droits des femmes. Et le consensus est clair. Contrairement aux députés, le Sénat s'oppose à la possibilité de requalification du viol sur mineur en délit dans le cas où les circonstances du consentement sont difficiles à prouver. Nous considérons unanimement que le viol est un crime et que on ne souhaite absolument pas et on n'approuve pas, c'est même pas une histoire de souhait, on désapprouve totalement le fait de dire que c'est un délit. On est désolé, le viol est un crime et il faut le maintenir comme un crime. Autre point sur lequel le consensus devrait être trouvé au Sénat, la question de l'âge. Ainsi, une relation sexuelle entre un adulte et un enfant de moins de 13 ans devrait systématiquement être qualifiée de viol sans avoir besoin de démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. À un moment donné, je me disais que c'était peut-être 15 ans. Sauf que mettre 15 ans, c'est porter un jugement moral sur des relations entre jeunes au collège et au lycée. Or, la loi ne doit pas être là pour porter un jugement moral sur les relations sexuelles des jeunes et des adolescents. Il faut absolument instaurer ce seuil de 13 ans. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus d'interrogation sur le consentement d'un enfant à une relation sexuelle avec un adulte. Et nous considérons qu'en dessous de 13 ans, c'est un enfant et que notre devoir est de le protéger. Le consensus entre l'Assemblée, le Sénat et le gouvernement sur ce point est loin d'être trouvé. A l'inverse, l'allongement du délai de prescription de 20 à 30 ans pour un viol sur mineur recueille, lui, un avis quasi unanime. Je vous le disais en titre, c'est l'information principale aujourd'hui au Sénat. Adoption définitive par le Parlement de la réforme ferroviaire après l'adoption ce matin par les sénateurs des conclusions de la commission mixte paritaire. Pour en parler, on va retrouver Tam Trannuy en direct de la tribune de presse de l'hémicycle. Tam, vous avez suivi pour nous les explications de vote et les sénateurs en appellent maintenant à cesser la grève dans les transports. Et oui, ils ont été très nombreux à appeler à la fin de la grève ce matin. Frédéric Marchand pour La République En Marche, Philippe Pemezec pour le groupe Les Républicains. Lui qui, petit-fils de cheminot, il l'a dit dans l'hémicycle, trouve néanmoins qu'il faut savoir terminer une grève. Cette phrase de Maurice Thorez que beaucoup de monde a citée dans l'hémicycle ces derniers jours. Même son de cloche chez le rapporteur Gérard Cornu qui lance un appel solennel aux grévistes pour stopper le mouvement. L'écoutant. La grève, elle ne sert plus à rien. La continuer, c'est affaiblir la grève, c'est la banaliser. Et puis, pour ceux qui pensent que la grève a été utile, je leur dirais que ce n'est pas aux grévistes, ce n'est pas aux syndicats de faire la loi, c'est au Parlement. Mais le Parlement a beaucoup écouté les syndicats qui voulaient se réformer le texte. Eh bien, je pense que maintenant, la loi est votée, il faut cesser cette grève. En clair, eh bien, les grévistes protestent contre la loi. Mais voilà, le match est désormais terminé. La mobilisation sociale inédite depuis 30 ans ne sert donc plus à rien. Je rappelle que l'intersyndicale, pourtant pour l'instant, tient. Pour la ministre des Transports, c'est aussi parce que les opposants à la réforme se font peur, sans raison. Écoutez Elisabeth Borne. Certains voudraient agiter des épouvantails, entretenir la confusion pour mener des combats qui ne servent ni les cheminots, ni le service public ferroviaire. Je le redis, le contrat moral passé entre la SNCF et les cheminots sera respecté et des garanties de haut niveau sont apportées aux cheminots en cas de transfert.
La ministre le redit, de grandes garanties sont donc apportées aux cheminots dans le volet social du projet de loi, notamment après l'intervention du Sénat. Mais certains au Sénat se rappellent les mots du gouvernement quand il a lancé la réforme. Cette dureté à l'égard des cheminots présentée par certains comme des privilégiés. Pour Olivier Jacquin, socialiste, eh bien, c'est que le gouvernement s'y est mal pris et c'est bien lui qui a lancé les hostilités. Écoutez Olivier Jacquin. Nous y voilà, la fin du mythique statut, la tête des cheminots. Mais quelle méthode, quel gâchis! Pourquoi avoir ainsi brutalisé les cheminots et déclenché l'une des plus grandes grèves de la SNCF? Et elle n'est pas finie. Mais que de temps perdu, Madame la Ministre. Colère donc d'Olivier Jacquin, mais il est resté bien minoritaire dans l'hémicycle puisque le texte a finalement été adopté très largement par 245 voix pour, 82 voix contre, pour l'essentiel des voix du groupe CRCE et des voix du groupe socialiste. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Et on continue les réactions à l'adoption de la réforme ferroviaire avec vous. Saveria Rojek, à vos côtés, la vice-présidente du Sénat, sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour Marie-Noëlle Lienemann. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Cette réforme ferroviaire, réforme de la SNCF, définitivement adoptée, bien sûr, par le Sénat. Votre réaction, votre sentiment, vous présidiez d'ailleurs ce matin la séance. Voilà, le sentiment d'un grand gâchis parce qu'il y a des vrais atouts avec la SNCF. Et je trouve qu'on fragilise cette et menace son avenir et qu'au-delà de cette réforme qui déstabilisait le statut des cheminots et le statut de la SNCF, les vrais problèmes ne sont pas pris en compte et on est toujours dans l'expectative. On n'a pas de gars. Alors on nous parle de reprise de dette dans je ne sais combien d'années, mais indépendamment de cette reprise de dette, le vrai problème, c'est qu'on a besoin d'investir massivement pour la qualité de notre réseau, pour développer le rail parce que c'était essentiel pour l'écologie et pour maintenir les petites lignes. Tout ça est dans le plus grand flou. Alors moi, j'ai une tendance à dire, ne lâchons rien au sens où, bien sûr, la loi, c'est la loi, on va voir comment le mouvement social évolue, mais ne lâchons rien au sens où il faut être vigilant et ne pas laisser détériorer ce service public quand on voit que tant d'autres pays reviennent en arrière. Est-ce que vous saluez néanmoins les apports du Sénat, notamment en ce qui concerne le sac à dos social ? Écoutez, il était à peu près évident qu'après la mobilisation syndicale, le gouvernement ne pouvait pas rester en l'état sur le terrain social et tout en démantelant le statut des cheminots, essayait de se mettre en situation d'expliquer que ce n'était pas grave, etc. Le plus simple aurait été quand même d'avoir une convention collective de la branche avant de toucher à quoi que ce soit. Mais en tout cas, cette négociation, elle a été acquise par cette mobilisation sociale. Un certain nombre de syndicats, CFDT, UNSA, etc., ont porté des amendements dans ce sens. Et le Sénat, il faut être honnête, certes les a acceptés, mais ça correspondait à la volonté du gouvernement et des syndicats. L'intersyndicale continue d'appeler à poursuivre la grève. Est-ce que la grève est perdue aujourd'hui par les syndicats ? Écoutez, les syndicats savent mieux que nous ce qu'il faut faire pour défendre l'intérêt de ceux qu'ils représentent, à savoir les salariés de la SNCF. Moi, je ne souhaite pas que ce nouveau système se mette en œuvre. Et donc, tout ce qui permet de freiner cette forme de démantèlement, d'affaiblissement et de la SNCF et des salariés est positif. Mais la grève doit continuer, selon vous ? Écoutez, ce n'est pas à moi de le dire, c'est aux syndicats de décider ce qui leur apparaît opportun. En tout cas, moi, je considère que l'histoire ne s'arrête pas et qu'il y a eu trop d'endroits où ils ont été obligés de revenir en arrière sur ces mauvais coups faits à des services publics essentiels comme celui du rail, pour ne pas considérer que la bataille du rail est définitivement perdue. La ministre Elisabeth Borne a souligné le travail du Sénat, notamment ce travail de co-construction. C'est également quelque chose que vous soulignez, que vous saluez ? Oui, je vous dis, et ça, c'est plutôt le reflet de l'intérêt du bicamérisme. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y a le fait qu'il y ait deux chambres permettait à la société, à nos concitoyens, à la diversité des territoires, de pouvoir s'exprimer, monter en puissance dans des attentes pour que la lecture à la deuxième chambre, en l'occurrence au Sénat, soit aussi le moment où la société a pu s'exprimer et pas une loi votée à la grande majorité parce qu'elle est claire et nette, ni vue ni connue ou très vite. Cette épaisseur du temps
cette façon aussi de prendre des logiques différentes, celle des territoires et celle de l'intérêt national, me paraît un bon atout pour notre démocratie. Et dans le cas présent, comme par exemple ça avait été le cas pour vous rappeler au moment où on a vu le débat sur le code de la nationalité et la remise en cause de la nationalité, ce double moment, alors le Sénat en l'occurrence, là a utilisé à bon escient cette dimension. Très bien, merci beaucoup. On retiendra l'épaisseur du temps salué au Sénat. Merci beaucoup. Merci Marie-Noëlle Lienemann d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Saint-Vérien, pour cette réaction et pour analyser les impacts de cette réforme ferroviaire. Gilles Dansart, spécialiste des transports, et notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Gilles Dansart, vous êtes directeur du site d'information Mobilettre. Est-ce que ce vote définitif du Parlement, on l'a vu après ce dernier vote du Sénat, signe la fin de la grève? C'est pas certain. Parce qu'il est probable que les syndicats réformistes, UNSA et CFDT, ne voudront pas quitter le mouvement avant la fin juin, avant le 28 juin, qui était le terme du calendrier initial de cette fameuse grève intermittente. Et puis la CGT et Sud promettent d'autres actions dans les mois qui viennent, parce que le vrai prochain rendez-vous, ce seront les élections professionnelles à la SNCF à l'automne. Il y a pourtant une fissure syndicale, on le voit, entre la CFDT, d'un côté, vous le disiez, qui appelle à suspendre la grève, notamment pour les épreuves du baccalauréat, en tous les cas en ce qui concerne les RER et les TER. Oui, parce que la réalité, c'est que la CFDT et à un degré moins de l'UNSA ont obtenu beaucoup de choses pendant ces dernières semaines sur les conditions du transfert des cheminots, sur l'unité sociale du groupe, sur l'équation financière. Et donc, c'est difficile pour elles de rester dans un mouvement, mais en même temps, les troupes et l'ensemble des grévistes ont été tellement remontés et étaient tellement unis pour contrer la fin du statut que c'est difficile pour les centrales de leur dire d'arrêter subitement la grève avant la fin juin. Donc ça va s'effilocher tranquillement jusqu'à la fin juin. Et après, on aura une autre période avec sans doute des syndicats CGT et Sud davantage à la manœuvre. La réunion de demain entre les syndicats et le gouvernement, elle est vouée à l'échec selon vous? Elle va être difficile parce que maintenant tout est sur la table. Donc le débat va sans doute se recentrer sur ce qui va se passer à la SNCF parce que maintenant que les deux assemblées ont voté le texte, la parole est aux cheminots et la parole est à la SNCF. Comment l'entreprise va préparer la grande échéance du 1er janvier 2020? Parce que d'ici là, il y a un tsunami organisationnel, financier, managérial. Donc je pense que demain, on va commencer à rentrer dans ce concret-là. Mais encore une fois, ça n'est pas vraiment là que ça va se passer. Maintenant, c'est à l'intérieur de la SNCF. Donc la ministre va vouloir donner un certain nombre d'indications, peut-être de garanties. Mais ce n'est pas là vraiment que les choses vont se passer dans les mois qui viennent. Est-ce qu'Emmanuel Macron sort vainqueur justement de cette séquence avec finalement l'adoption définitive aujourd'hui de ce nouveau pacte ferroviaire? Alors on peut considérer ça comme une victoire politique puisqu'il a réussi là où tant de gouvernements avaient renoncé sur la concurrence. Ça fait quand même plus de 10 ans que la France doit accompagner les mesures qu'elle vote ou les directives qu'elle vote à Bruxelles. Donc tant de gouvernements ont renoncé, lui finalement acte dans les textes l'ouverture de la concurrence au transport de voyageurs. C'est une victoire politique par rapport au statut, là où tant de gouvernements aussi avaient hésité à s'y attaquer. Et puis Est-ce que c'est vraiment la fin du statut des cheminots, tel qu'on l'a connu certainement, mais il y a encore beaucoup d'acquis, on en a parlé avec ce sac à dos social. Alors justement oui, c'est une victoire politique, faciale politique, mais sur le fond, ils ont lâché beaucoup de choses dans les détails. Sur le social, les cheminots ont gagné beaucoup de garanties quant au transfert. Et sur le statut, il y a aussi beaucoup de promesses faites pour que la convention collective, qui va se substituer au statut dans 1 an et demi, soit très avantageuse pour les cheminots. Donc c'est une victoire un peu à la Pyrrhus, c'est-à-dire une victoire faciale, mais sur le fond, le gouvernement a beaucoup lâché. Mais ce que retiendra l'opinion, c'est surtout que le gouvernement, politiquement, a résisté aux cheminots, ce qui n'avait pas été le cas pendant toutes les grèves précédentes, que ce soit 1995, 2014, 2016. Oui, vous parliez de la convention collective, les négociations s'annoncent tendues, le dialogue social semble fragilisé au sein même de la SNCF. Est-ce que Guillaume Pepy est encore l'homme qui va pouvoir mener à bien ces
toute négociation en matière de convention collective? Alors il y a 2 dialogues. La convention collective, elle va surtout se dérouler au sein de la branche, à l'UTP, entre les patrons et les syndicats. Donc là, il y a quand même une forme de relation de confiance, parce que ça fait des années que syndicats et patrons discutent au sein de cette organisation. Et donc là, ça peut se passer relativement bien dans le respect des intérêts de chacun. À l'intérieur de la SNCF, où il y aura aussi un certain nombre de négociations, parce que la SNCF doit faire notamment 30% de gains de productivité en 10 ans. Là, ce sera sans doute plus difficile parce que le fossé s'est un peu creusé entre le président de la SNCF, Guillaume Pepy, et les syndicats. Donc, il y a une rupture de confiance. Et donc là, il va falloir surveiller ça de près parce que c'est vraiment au sein de la SNCF que les difficultés vont commencer dès demain. Ouais. Est-ce que les syndicats peuvent dire merci au Sénat? On le disait, tout ce sac à dos social, toutes les modifications ont été votées ici au sein de la Haute Assemblée. Il est évident que quand on compare le texte au début du processus législatif et à la fin, c'est le jour et la nuit. Il y a vraiment eu un enrichissement de la qualité du texte qui au départ était assez rocambolesque, on peut employer ce terme-là, et le produit final. Donc il y a vraiment eu un enrichissement. Pour les cheminots, il y a eu beaucoup de conditions qui ont été précisées. On est entré dans les détails parce que la réalité, c'est que cette réforme était improvisée. Elle n'a pas été préparée sur de nombreux aspects, que ce soit l'unité sociale du groupe, que ce soit la structure juridique, que ce soit le transfert des cheminots. Donc là, les apports des sénateurs, de la commission ont été très importants. Et aujourd'hui, on peut considérer que le texte est de meilleure qualité législative que ce qu'il était au début. En matière d'aménagement du territoire, est-ce qu'il y a aussi eu des avancées? On sait que c'était une des craintes des sénateurs. Est-ce que la SNCF aura toujours ce rôle, justement, d'aménageur du territoire? Alors là, tout reste à jouer. C'est-à-dire qu'on a stoppé l'ambition de fermer autoritairement un certain nombre de lignes, mais rien n'est joué, parce que si les conseils régionaux qui demain devront, avec SNCF Réseau, décider du maintien de telle ou telle ligne, de leur modernisation, de leur fermeture, etc. S'il n'y a pas d'argent, de fait, elles fermeront. Donc là, rien n'est calé, et ça, c'est un autre chantier aussi qui doit se dérouler. Il se trouve que Bercy est assez remonté contre le ferroviaire, parce que le ministère des Finances a lâché 35 milliards, la reprise de 35 milliards de dettes, et puis une augmentation, une amélioration de la trajectoire financière. Mais est-ce qu'il y aura suffisamment d'argent dans les CPER, dans les dotations, pour que les conseils régionaux puissent maintenir un certain nombre de lignes et les redévelopper, parce qu'il ne suffit pas de les maintenir, il faut surtout qu'elles retrouvent de la vitalité et plus de voyageurs. Il faut aussi réaliser des investissements, Gilles Lansart. On voit que l'État n'a toujours pas forcément tenu sa promesse en matière de rénovation justement de ces voies, de ces chemins de fer. Et là, il faut se méfier aussi de l'annualité budgétaire. Est-ce qu'on ne va pas revenir sur un certain nombre de promesses, un peu discrètement au moment des collectifs et des lois de finances? Il va falloir surveiller ça, parce que la trajectoire est meilleure que ce qu'elle était en début d'année, avec ces 3 milliards 600 millions d'euros chaque année. Il faut surveiller que l'État tienne bien ses promesses. Et on sait que le ferroviaire, c'est une affaire de long terme. Donc si, effectivement, comme le disait le gouvernement, on met 10 millions d'euros par jour, c'est bien. Si on les tient sur 10 ans, alors on peut être sûr que dans 10 ans, il y aura un meilleur système ferroviaire. Mais encore faut-il que ce soit tenu sur la durée, parce que sans respect des engagements sur la durée, le ferroviaire ne connaîtra pas le relèvement que les Français demandent. Les usagers sont-ils les grands perdants de cette réforme ferroviaire? Ils peuvent peut-être douter une hausse des tarifs de leurs billets, mais aussi se retrouver en tant que contribuables à supporter cette reprise de la dette dont vous parliez. Ils vont supporter la reprise des intérêts de la dette, donc c'est assez supportable pour le budget de l'État. Là où les usagers sont un peu circonspects, c'est qu'on n'a pas une vraie stratégie ferroviaire. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette intermodalité, de l'avenir de ces gares autour desquelles doivent se construire les nouvelles offres de véhicules autonomes, de modes doux, de bus, de cars Macron, etc. Là, il y a quand même une incertitude. On n'a pas vraiment de politique. Donc là, il faudra voir aussi dans les mois qui viennent comment tout ça s'architecture. Et il se trouve qu'il y a une loi d'orientation des mobilités qui sera examinée, la LOM, qui sera examinée à l'automne et peut-être au début de l'année 2019. Et là, qui pourrait donner une sorte de rebond et organiser un peu tout ça, parce que de fait, on a eu une sorte d'ensois ferroviaire en ce printemps, et on sait aujourd'hui que le ferroviaire, ça n'a d'efficacité que si c'est connecté à tout le reste de la mobilité. Eh bien, merci beaucoup Gilles Lansart pour votre analyse. On continue les réactions au Sénat à l'adoption de cette réforme ferroviaire. Avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, c'est le sénateur Alain Fouché, sénateur à Les Indépendants de la Vienne.
Bonjour Alain Fouché. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. La réforme ferroviaire, la réforme de la SNCF définitivement adoptée ce matin au Sénat. Votre réaction, votre sentiment après cette adoption? Mon sentiment, je fais partie du groupe des indépendants. Nous avons voté ce texte parce que nous estimons qu'il y a eu des réflexions, que les choses ne se sont pas mal passées en définitive, et que donc c'est un texte qui est attentif à la SNCF et qui renforce en définitive la SNCF dans le cadre de la concurrence, notamment quand on parle de la dette, il y avait le problème de la dette de la SNCF, mais la dette de la SNCF n'était pas due à la SNCF, elle était due aux différents politiques qui ont poussé à construire des lignes LGV au détriment de la sécurité. Donc l'État a fait dans ce domaine ce qu'il fallait faire, il est intervenu. Vous saluez les apports du Sénat, notamment en ce qui concerne le sac à dos social pour les salariés? Absolument. Je crois que c'est important que les salariés bénéficient d'un certain nombre de choses et que, par exemple, les salariés qui vont passer dans d'autres compagnies pourront garder leur statut et les avantages. Je crois que c'était essentiel. Quels autres apports du Sénat vous tenez à souligner aujourd'hui? Les apports, moi je suis un des vice-présidents de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. On a voulu absolument que figure dans le texte le mot développement durable et environnemental. Ça a été voté à l'unanimité parce que ce n'était pas dedans. Ça veut dire que oui à la politique des transports, mais en tenant compte de l'environnement. Plus de fret, plus de choses comme ça, et éviter qu'on pollue complètement la planète. Donc ça figure dans le marbre du texte, ça n'était pas au départ, et ça me paraît important, parce que le gouvernement finit par suivre dans ce domaine. Elisabeth Borne, la ministre des Transports, a tenu à souligner le travail de co-construction entre les sénateurs, le Sénat et le gouvernement. C'est quelque chose que vous saluez également? Alors, Elisabeth Borne est une très bonne ministre. Je la connais depuis longtemps parce qu'elle a été préfète dans ma région, à Poitou-Charentes. Et donc, effectivement, elle a eu cet esprit d'écoute permanent et vraiment, les choses se sont bien passées au Sénat. Je veux dire, au maximum de compréhension et comme on a l'habitude de le faire. On est une chambre de sagesse. Donc, chez nous, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de heurts. On discute et on arrive à des solutions. Très bien, merci beaucoup. Merci Alain Fouché d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, des centaines de retraités ont manifesté dans plusieurs villes de France à l'appel de 9 organisations. Ils protestent contre la politique du gouvernement et la baisse de leur pouvoir d'achat. Je vous propose d'écouter Serge Thévenin, c'est le président de la FENARAC. Ça fait déjà quelque temps quand même que nous avons des idées de descendre dans la rue. Ce n'est pas notre habitude puisque c'est la première fois, mais on arrive à un moment où on ne sait plus quoi faire. Toutes les actions nationales que nous menons au niveau du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement, nous ne sommes pas écoutés. Donc à un moment donné, nous voulons dire dans la rue à tous nos amis que nous sommes là, nous existons avec nos problèmes et on veut le faire savoir, tout simplement. Action recueillie au micro d'Adrien Develay. Et autre mobilisation, cette fois celle des sénateurs contre les 80 km/h. Elle ne faiblit pas. La mesure doit entrer en vigueur dans 15 jours. Les élus remettent cet après-midi leur rapport à Matignon. Ils présentent d'ailleurs un dispositif alternatif. Audrey Vuettaz. Aujourd'hui, Jean-Luc Fichet s'apprête à jouer sa dernière carte. Avec 2 autres sénateurs, il doit rencontrer le Premier ministre et tenter de le faire fléchir sur la limitation à 80 km/h généralisée sur les routes secondaires. Une mesure dont Édouard Philippe est justement le principal artisan. Et à 15 jours de l'entrée en vigueur de la réforme, le trio sénatorial a bien peu d'espoir. Ce serait peut-être bien de reporter de quelques mois. Il n'y a pas une urgence extrême à prendre cette disposition-là. Et puis de consulter les présidents de conseils départementaux, puisque ce sont eux qui réalisent l'essentiel des investissements sur les voies secondaires, et les maires. En tous les cas, au moins qu'ils listent les routes de leur département en disant écoutez, voilà, là, ça semble pertinent. Une limitation au cas par cas, selon la dangerosité du tronçon. D'après le sénateur, cela permettrait de conserver une vitesse de 90 km/h sur 18% des routes actuellement concernées par la réforme. Un aménagement qui permettrait aussi de rendre plus acceptable cette mesure qui cristallise le mécontentement des Français. On a quand même un peu le sentiment que notre Premier ministre ne connaît pas bien le monde rural. Parce que ce n'est pas une problématique du monde urbain. C'est vraiment une question qui concerne les gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller au travail tous les matins.
Alors oui, les sénateurs vont essayer une dernière fois de développer les conclusions de leur rapport, même si Édouard Philippe a plusieurs fois exclu tout aménagement de la mesure, et tant pis si cela le rend impopulaire. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Sébastien Meurant, bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur LR du Val d'Oise. J'accueille également Anne Lavaux, bonjour, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes délégué général de l'association de prévention routière. Sur ce plateau, Pierre Chasseret, bonjour. Merci d'être avec nous, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Et puis pour analyser cette mesure que l'on dit impopulaire, Christelle Craplet est avec nous. Vous êtes directrice de clientèle chez BVA Opinion. Première question pour vous, Sébastien Meurant, puisqu'on sait qu'il y a cette remise en ce moment même du rapport sénatorial. Est-ce que vous pensez que vos collègues sénateurs ont encore de bonnes chances de convaincre le Premier ministre de revenir sur cette mesure, on le rappelait, qui doit entrer en vigueur dans 15 jours? Mais nous voyons que le gouvernement n'est pas tout à fait sur la même ligne. Le ministre de l'Intérieur a émis quelques réserves, joker. Donc c'est la preuve que cette mesure, elle ne fait pas l'unanimité au sein même de l'équipe gouvernementale. C'est la preuve qu'aussi d'autres pays font différemment. Et c'est la preuve qu'intellectuellement, c'est une mauvaise mesure. Puisque ce n'est pas passer de 80 à 90 à 80 qui va permettre de générer les choses, parce que sinon, pourquoi ne pas descendre à 70? C'est d'autres mesures. C'est l'attention des conducteurs, c'est la formation. La France est un pays qui est très répressif en matière de sécurité routière. Et ce n'est pas la bonne méthode. Vu les résultats que nous avons, on dépense des millions, des centaines de millions d'euros dans des radars, dans de la chasse aux automobilistes. On met en mort sociale des personnes qui perdent leur permis alors qu'on sait que c'est des tout petits excès de vitesse. Et ce qui est très grave, c'est que les résultats ne sont pas là. Donc on continue. Par contre, et je termine là-dessus, récemment il y a eu d'énormes pluies et je peux vous donner des tas de lieux où il y a des investissements nécessaires à faire pour la sécurité routière. Et je précise que je suis motard, automobiliste et j'utilise les trains et le métro quand je peux. Anne Lavaux, on sait pour autant que Édouard Philippe, qui tient beaucoup à cette mesure, estime qu'elle pourrait sauver 400 vies par an. Alors c'est effectivement des chiffres qui ne sortent pas du chapeau entre guillemets d'Édouard Philippe, puisque ce sont des chiffres qui ont été avancés par les experts du CNSR déjà en 2014. Pardon. Mais c'est le résultat d'énormément de travaux. Nous, on n'est pas là pour faire le service après-vente d'une mesure ou du CNSR sur la saison précédente. En revanche, ce que l'on sait, notre association le sait, parce que justement, elle est implantée dans les territoires. On a 96 comités départementaux. On sait que cette problématique, c'est une problématique des territoires. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les chiffres et les indicateurs départementaux qui sont sortis il y a quelques jours pour voir que la mortalité, elle est bien plus terrible dans les territoires qui sont les territoires ruraux et qui sont concernés par ces routes départementales bidirectionnelles que, effectivement, en Île-de-France, où on a un taux de mortalité qui nous rapproche de la Suède, qui est souvent citée en exemple dans les pays européens. Donc oui, c'est un problème de territoire, c'est un problème de ruralité. Et c'est très important de le resituer sur ce débat-là. Pourquoi ? Eh bien parce que, en effet, ces territoires-là, il faut travailler pour eux. Et nous, c'était une des demandes de notre association auprès des candidats à la présidentielle. On avait dit il faut travailler sur cette diagonale du vide, là, ces départements dont on ne s'occupe plus et qui sont pourtant très touchés par l'accidentalité. Et une des mesures, c'est effectivement de réduire la gravité des accidents sur ces réseaux-là en réduisant la vitesse. Pierre Chasseret, il faut concentrer nos efforts justement sur ces territoires et parmi les dispositions, limiter la vitesse à 80 km/h. On parlait d'élection présidentielle. Moi, je vais vous ramener au courrier qu'on avait écrit à Emmanuel Macron, candidat. Passerez-vous la vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire? Réponse non. Donc voilà, c'est vrai que ça ne figurait pas dans le programme présidentiel. Non. On sait très bien que ça vient de Matignon et de leur... Donc, j'ai envie de dire que la sécurité routière en France, c'est quoi? C'est une grande planche avec un clou dans le milieu. Et une action à mener, relativement simple, taper sur le clou. Et nous, on est en train de taper partout à côté. Là, on est en train de dire quoi? On va accepter de réduire la violence de l'impact parce qu'on est dans l'incapacité de lutter contre la cause de l'accident. Ça veut dire qu'on est incapable de regarder, de lister les causes des accidents en trouvant des solutions adaptées. J'en parlais à tous en dehors du plateau. On parlait d'alcoolémie au volant. C'est quand même bizarre. À chaque fois qu'on parle de sécurité routière, entre nous, on parle d'alcoolémie au volant. On fait quoi sur l'alcoolémie au volant? Alors moi, je vais vous répondre, ça tient en 4 lettres. Rien.
on fait rien. Il existe, moi, il y a quelque chose qui me fait vraiment rire, il existe un prix de l'innovation de la sécurité routière en France. Il a été attribué à une entreprise française qui commercialise un petit éthylotest connecté. Vous soufflez, vous êtes positif, vous cliquez sur un bouton, service de raccompagnement. Prix de l'innovation de la sécurité routière. Vous savez combien l'État a passé de commandes? 0. Vous savez combien la sécurité routière a passé de commandes? 0. On a donné un prix, on n'utilise pas. On fait de la com, mais on ne sauve pas les gens. Et pourtant, je vous propose de voir ce qui s'était passé en 1972 quand l'État avait déjà voulu abaisser la vitesse. On regarde cet extrait et je vous ferai réagir après. En 1972, l'excès de vitesse est à l'origine du quart des accidents engageant la responsabilité des conducteurs. Et près de la moitié des accidents corporels sont provoqués également par une vitesse excessive. Malgré cela, les Provençaux ont accueilli de façon mitigée la limitation à 100 km/h prévue pour le 1er juillet prochain. Je trouve que c'est trop jeune à mon avis pour la voiture que j'ai personnellement. Et 110 c'était déjà un peu jeune. J'admettrais 120, ce serait bien. Mais est-ce que vous n'allez pas être frustré de rouler à 100 à l'heure sur la plupart du réseau? Si, je pense. Je pense parce que je trouve que la vitesse, c'est pas d'aller vite qui est vraiment imprudent, je crois. Je suis contre la limitation de vitesse parce qu'il ne suffit pas de limiter la vitesse pour éviter des accidents. Il suffirait simplement que les gens respectent le code de la route. Et à partir de ce moment-là, on réduirait les accidents d'au moins 80%. Christelle Craplet, ces réactions, ces témoignages, ça date de 72, je le disais. Il y a un rapport particulier des Français justement avec cette limitation de vitesse, avec justement la façon dont ils conduisent. Ça explique aussi qu'à chaque fois qu'on a voulu baisser la vitesse sur les routes, ces mesures soient toujours impopulaires. Alors effectivement, il y a une impopularité autour de ces mesures. Là, en l'occurrence, celle de baisser de 90 à 80 km/h suscite l'opposition de 3 Français sur 4. Et cette opposition est particulièrement forte auprès de certaines populations, celles qui vivent dans des communes rurales ou dans de petites communes, et également les conducteurs, et notamment les conducteurs de 2 roues. Donc on a effectivement une opposition qui aujourd'hui est majoritaire sur cette mesure en particulier. Après, sur d'autres mesures, ils peuvent se montrer plus favorables sur la limitation de la vitesse. Aujourd'hui, les 3/4 se disent opposés à la mesure. Et ça fait baisser à la fois la cote de popularité d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron aussi, alors qu'il n'est pas, on le disait, forcément responsable lui-même de cette mesure. Et on sait qu'il est un petit peu sceptique, que c'est Matignon qui pousse. Alors, on a eu en janvier, quand la mesure a été annoncée, effectivement, on a vu la popularité et d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe diminuer. Et on peut l'expliquer effectivement en partie par cette mesure. Après, ce n'est pas la seule non plus raison, puisqu'on avait aussi l'entrée en vigueur, par exemple, de la hausse de la CSG, qui est une mesure aussi impopulaire. Mais ça a effectivement contribué à baisser la popularité à ce moment-là. Donc après, il faut voir quels seront les effets sur le long terme. La perception qu'on a eue, elle a été effective surtout au mois de janvier, où il y a eu un net décrochage. Et effectivement, le président pâtit aussi un peu de... Enfin, leurs popularités sont très liées, donc en général, elles se suivent plus ou moins. Sébastien Meurant. En métropole, ça ne circule plus. Donc on ne peut pas les atteindre, les 80 km/h. Moi, mon département, qui est un département qui est mixte, qui est assez intéressant, le Val d'Oise, le Vexin français chez nous, eh bien, ces départements-là, les gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler tous les jours, ils ont beaucoup plus de chances de perdre des points. Et 80% des excès de vitesse, des amendes, ce sont des tout petits excès de vitesse. Donc c'est des gens qui vont perdre leur permis et après qui ne peuvent plus aller travailler. Donc ils sont soit dans l'illégalité et c'est pas eux qui causent l'accident. Par contre, les fous du volant, est-ce qu'on les traite? Est-ce qu'ils sont vraiment soignés ou est-ce qu'ils vont vraiment en prison? Non. Non. Donc on est le pays, je répète, le plus répressif, un des plus répressifs d'Europe, avec des résultats qui sont plus que médiocres. Et d'autres pays, en ce moment, c'est pas la vitesse, c'est l'attention. C'est l'attention. 80 km/h, je crois que c'est 90 km/h, c'est 25 mètres. 80 km/h, c'est 22 mètres et quelques. Pour s'arrêter, enfin, c'est pas ça qui va en face à face permettre de sauver des gens. C'est pas vrai. Anne Lavaux. Alors en fait, cet argument, c'est effectivement un argument assez fréquemment énoncé. C'est-à-dire qu'il y a les délinquants de la route et ça, cette mesure-là, bien sûr qu'elle ne touchera pas les délinquants de la route. En revanche, quand on a un accident, à 2, un frontal, si vous respectez la vitesse, de toute façon, le choc sera moindre si vous étiez à 80 et pas à 90 et si l'autre était plus rapidement. De la même manière, si vous rentrez dans un obstacle, le choc sera moindre et donc ça va diminuer la gravité des accidents. Là où je vous rejoins tous, c'est qu'en effet, pourquoi agir sur la vitesse? C'est parce que c'est le facteur aggravant de toutes les autres causes. Donc je ne sais pas si on a tout fait contre ce sujet-là, mais le CISR contient 18 mesures. Parmi les mesures, il y en a certaines qui touchent effectivement à l'alcoolémie.
l'éthylotest anti-démarrage, disons, plus souvent proposé comme peine. Alors, ça ne va sûrement pas suffisamment loin. Nous, on demandait à ce que l'éthylotest anti-démarrage soit 2 séries sur tous les véhicules. Ça, c'était une des propositions qu'on avait faites aux candidats. Il y a d'autres mesures. Il y a des mesures qui concernent les piétons, parce qu'on parle beaucoup, là, bien sûr, avec le 80 des automobilistes, mais les cyclistes, les piétons, la mortalité augmente. Donc, ça veut dire que globalement, c'est un sujet qu'il faut traiter. Certes, cette mesure-là a fait qu'on se polarise sur le 80 versus 90, alors qu'en réalité, c'est tout un écosystème qu'il faut travailler. Et là où je vous rejoins aussi, c'est que cet écosystème, il doit être basé sur la prévention et sur l'éducation. Pierre Chasseret. Oui, il va falloir imaginer une sortie de crise. Il faut bien comprendre les choses. On a Édouard Philippe enfermé avec son boulet du 80 qui traîne derrière lui et il va le porter toute sa vie politique. Donc il faut imaginer une sortie de crise, parce que de l'autre côté, il y a 80% des Français. Aujourd'hui, la mesure n'est pas encore en place et elle suscite déjà le rejet de la population. Donc imaginez quand elle va être en place et qu'on va recevoir un 85 km/h, vitesse retenue 81. Je peux vous dire que ceux-là, ils seront plus favorables aux 80 du tout. Les Français ne s'habitueront jamais à cette mesure, c'est ce que vous êtes Non, en on train ne peut de pas dire, s'habituer, parce que Chasseret la vraie question, c'est est-ce qu'on est dangereux entre 80 et 90 km/h dû à sa vitesse si on a un conducteur sobre? La réponse est non. Sur les axes structurants, non. En revanche, il y avait des petites routes, mais on a déjà l'occasion de pouvoir mettre 70 si on veut même moins. Mais donc la sortie de crise, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi ne pas imaginer? Parce que là, il y a des propositions des sénateurs. Non mais regardez, Emmanuel Macron nous dit c'est une expérimentation sur 2 ans. Mais pour expérimenter, il faut un étalon à côté. Il faut quelque chose pour pouvoir comparer. Si on passe tout le territoire à 80, on compare à quoi? Donc ayons le courage de faire ça sur 1 an, sur une région par exemple. Toutes mes excuses pour la région qui va devoir porter cette stupide mesure. Et puis ensuite, on mesure par rapport au reste de la France. Et quand on va s'apercevoir, comme dans tous les autres pays européens, que ça n'apporte rien du tout, eh bien dans ce cas-là, on abandonnera la mesure et tout le monde sera content. Et pour l'instant, puisqu'on sait qu'il y a un débat été organisé en séance publique justement sur ce thème, je vous propose d'écouter Jacqueline Gourault, ministre près du ministre de l'Intérieur. Comme chacun le sait, le danger commence là où l'on croit qu'il n'y en a pas. Ainsi, s'il vous plaît, sur une petite route, la nuit, quand ça tourne et qu'il pleut, il y a rarement des accidents. En revanche, quand il fait beau, le jour donc, la route est sèche, belle et droite, on accélère, on augmente le risque et on y meurt plus souvent, notamment s'il n'y a pas de séparation centrale. Les statistiques sur ce point ne sont pas contestables. Et je vous signale que c'est fait par des organismes d'État qui s'appellent le CEREMA et qui sont faits par des fonctionnaires d'un sérieux tout à fait remarquable. Et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause toutes ces études scientifiques. Quand on entend Jacqueline Gourault, là, qui s'est fait d'ailleurs chahuter dans l'hémicycle du Sénat, on se dit que le gouvernement n'est pas prêt de faire marche arrière. Mais non, mais là on voit bien, vous savez, il y a une réalité. Si baisser la limitation de vitesse et changer un 9 par un 8 sur un panneau, ça sauvait des vies, ça se saurait. Regardez, on va prendre des exemples. Bon, attention, on compare d'autres pays, donc c'est pas le même réseau, etc. J'ai tout entendu. Mais au bout d'un moment, une limitation de vitesse, c'est une limitation de vitesse. Prenez l'Angleterre, c'est 97. Il y a moins de tués. Vous prenez l'Allemagne, c'est 100. Il y a moins de tués. Vous prenez le Danemark. Il est intéressant quand même le Danemark. C'était 80, c'est toujours 80. Cependant, ils ont lancé une expérimentation à 90. On vient d'entendre, pardon, Jacqueline Gourault, elle s'appuie sur une étude du CEREMA, oui, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité. Il y a les études et le pragmatisme. On ne veut pas que je parle du Danemark, mais pourtant je vais en parler quand même. Le Danemark, c'est 80, expérimentation à 90, concluante, moins 13% du nombre d'accidents mortels. Ils viennent de multiplier par 2 les routes en expérimentation. Expérimentation progressive, mais qui marche. Parce qu'ils avaient expérimenté quelque chose à l'époque, la hausse de la limitation de vitesse sur autoroute de 110 à 130, avec le même résultat, réduction du différentiel de vitesse entre les usagers, moins de dépassements, moins de manœuvres dangereuses, moins d'accidents. Christelle Crapet, est-ce qu'on observe aussi dans l'opinion une fracture entre cette France rurale et cette France urbaine qui se sentirait peut-être plus stigmatisée par cette mesure de limitation de la vitesse? On a effectivement un rejet qui est plus fort dans les populations rurales et c'est vrai que cette mesure est venue un petit peu participer de l'image d'un gouvernement peut-être un peu parisien, un peu élitiste, qui ne comprend pas le quotidien des Français, notamment dans les zones rurales. Donc les personnes qui se montrent les plus opposées, effectivement, sont davantage présentes
dans ces zones-là. Et puis ça peut contribuer effectivement à nourrir un peu ces critiques à l'égard du gouvernement. Anne Lavaux. Oui, par rapport juste aux études qui sont citées par Pierre Chasseret, notre association et l'ensemble d'ailleurs des associations, et je crois que 40 millions d'automobilistes en faisaient partie, ont dit combien l'expérimentation qui a été menée en France sur 80 km était absolument stupide, ridicule et ne pouvait pas donner lieu à des conclusions puisque trop peu de temps, 18 mois, et trop peu de kilomètres concernés. Donc on ne peut pas s'appuyer sur l'étude danoise qui, elle aussi, porte sur très peu de kilomètres et sur très peu de temps. On sait très bien que sur notre sujet, en raison de la fréquence des accidents mortels, et Dieu merci, cette fréquence a baissé, il faut le souligner, il faut considérer une étude sur au moins 5 ans. Donc, 2 ans d'expérimentation. Alors, on ne fait pas d'A/B testing, on ne coupe pas la France en deux avec une moitié à 90, l'autre moitié à 80. Mais quand bien même on le ferait, de toute façon, ça n'aurait pas de sens, les territoires sont différents. Donc, ça veut dire que pourtant, oui, il faut aller sur une expérimentation à grande échelle, sur l'ensemble du territoire et faire les comptes. Oui, et 2 ans, ça ne sera pas suffisant. Les sénateurs proposent que les départements puissent décider au cas par cas. Là, Jacqueline Gouraud nous dit qu'il y aurait des variations de vitesse et la cohérence du réseau n'existerait plus. Mais c'est contradictoire. C'est justement sur le terrain, en fonction des territoires, et qui connaît mieux le territoire que les départements? Personne d'autre. Et les gens se rendent compte. Pourquoi? Parce qu'ils le vivent tous les jours. C'est uniquement ça. Donc il y aura un rejet. Pour qu'une mesure soit acceptable, il faut qu'elle ait du sens. Là, elle n'a aucun sens. Elle n'a strictement aucun sens. Elle doit être la même pour tous les Français aussi. C'est oui, les territoires, les routes, elles sont différentes. Vous le reconnaissez? Donc c'est complètement contradictoire. Ça n'a aucun, intellectuellement, ce n'est pas défendable. Ce n'est tout simplement pas défendable parce que c'est en fonction des lieux. Et contrairement à ce qui se dit, enfin Madame Gouraud, je ne sais pas si elle prend beaucoup la voiture, mais la détérioration de nos infrastructures, notre route est la cause. Et pas seulement, lundi je revenais de Normandie, la D14 coupée 3 fois. Je peux vous assurer qu'il y a eu un certain nombre de morts. Il y a un poids lourd qui est passé de l'autre côté. Il y a eu des motos qui étaient là. Et là, on a signalé moult fois, à tel point que le pont de Gennevilliers, un petit ouvrage, qui par manque d'entretien, a été fermé. Donc la détérioration de nos infrastructures est la cause directe d'éléments qui rendent nos routes françaises accidentogènes. Vous avez complètement raison. Les piétons, les vélos, on n'en parle pas beaucoup de ça. Et eux sont de plus en plus touchés. Il va falloir arrêter aussi ce langage du communiquement correct et du politiquement correct en mettant la main sur le cœur. C'est pas parce que l'intention d'une mesure sauver des vies est bonne que les moyens utilisés sont bons. Moi, je refuse, comme 97% des automobilistes qui ne prennent pas le volant totalement alcoolisé, je refuse d'être victime de ces 3% qui ont décidé d'aller faire un bisou au platane. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une frange marginale qui a décidé de faire n'importe quoi sur de l'alcoolémie, du téléphone portable au volant et tant d'autres choses contre lesquelles on a l'impression que l'État ne sait pas lutter, eh bien qu'on va prendre en otage 97% des gens qui, eux, sont en train de faire attention à la route et qui ont bien conscience de la vitesse à laquelle ils roulent et qui n'ont pas besoin qu'on leur rabaisse une réglementation. Ils sont peut-être prêts justement ces 97% à se plier à cette mesure et à réduire leur vitesse de 10 km/h. Ils ne se plient pas. On verra si ça rentre en vigueur le 1er juillet. Vous parliez d'un fardeau, d'un boulet pour le gouvernement. C'est comme ça que c'est ressenti aussi dans l'opinion, Christelle Crapet? C'est un peu tôt à mesurer. On l'a mesuré au moment de l'annonce. Effectivement, il faudra voir en juillet, au moment de la mise en œuvre, ce que ça donne. Il n'est pas exclu, effectivement, qu'il y ait un petit effet. Ce qui est intéressant, c'est de le mesurer sur le long terme. Parce que c'est un peu tôt pour le moment pour dire si les Français vont finir par s'y habituer, s'y résigner, ou si au contraire, ça va venir accentuer des critiques nourries par d'autres éléments et qui vont faire que l'opposition à l'égard, par exemple, d'Édouard Philippe va augmenter. Je pense que là, c'est un peu tôt. On va voir sur le long terme quels seront les effets. Et d'un point de vue purement européen, ça ne tient pas la route. Parce que je pense que si on imagine un permis de conduire européen, une réglementation européenne, des sanctions européennes, comment faire de la France encore un énième exemple d'une limitation de vitesse qui n'est pas en adéquation avec le reste de l'Europe? C'est stupide sur toute la ligne. Alors, Anne Lavaux, vous n'êtes pas d'accord? Alors, juste pour revenir par rapport aux vitesses. On parle toujours de vitesse maximale autorisée. Exactement. Et on a tous passé notre permis et on nous dit qu'il faut adapter notre vitesse aux conditions. Exactement. Donc ça, c'est pour dire que c'est pas parce qu'il y a écrit 90 qu'il faut rouler à 90 et 80 qu'il faut rouler à 80. Bon. Une lisibilité, vous disiez, l'efficacité d'une loi. Effectivement, son efficacité, c'est aussi sa plus grande lisibilité. Donc le fait que chaque département ait la compétence de la limitation de vitesse, ça rendrait le paysage très compliqué à lire. Et puis, moi, je pose quand même une question.
Comment se sentirait responsable celui qui aurait autorisé une vitesse à 90 km/h au moment du premier accident dont la cause sera la vitesse? Voilà, on est sur ce que je disais tout à l'heure. On est sur le scénario de la main sur le cœur. Voilà. Si cette personne a eu un accident parce qu'elle était alcoolisée aussi... Je termine une chose quand même sur le baromètre AXA, très rapidement, en avril dernier, qui disait qu'il y avait 87% des Français qui avaient peur sur ce réseau secondaire. 87% des Français ont peur sur ce réseau. Sébastien Meurant, on sait que les sénateurs, je le disais, sont reçus en ce moment même à Matignon. Quelle va être la suite? On voit que la mobilisation continue un petit peu partout en France. Ça va se continuer aussi sur le terrain parlementaire? Bien sûr, parce que on essaye de faire des lois qui améliore la situation. La question, c'est effectivement la sécurité routière. Et on ne prend pas le bon angle d'attaque, puisque c'est la formation, c'est la responsabilité. Et sur le terrain, aujourd'hui, c'est 90, mais à 2, rien n'empêche, et c'est le cas, vous le savez très bien, d'avoir des limitations plus basses. Mais il faut arrêter, parce que sinon, demain, on va nous expliquer, et c'est scientifiquement, c'est qu'à 80, si on passe à 70 en face à face, mais donc jusqu'où on va comme ça? Simplement, c'est la responsabilisation des conducteurs. C'est effectivement... Ça sera le mot de la fin, Sébastien Meurant. Merci à vous, merci à Christelle Craplet, merci Pierre Chasseret, merci Anne Lavaux d'être venue débattre sur ce plateau. Avant de se quitter, je vous rappelle, la principale information aujourd'hui, c'est l'adoption définitive par le Parlement de la réforme ferroviaire après un ultime vote du Sénat. C'était ce matin, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, ne manquez pas, on va plus loin en direct de Montpellier à l'occasion du 42e congrès de la Mutualité française. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. C'est Bergson qui dit que celui qui écrit cherche quelque chose de simple, de si extraordinairement simple, dit-il, qu'il n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Oui, tout le monde vous parle du vertige de la page blanche, comme si c'était une sorte de sacerdoce d'écrire, qu'on n'y arriverait pas. Bah, tout ça est pénible. Non, moi, dès que ça vient, tout s'ensuit. Livrez-vous avec Philippe Solers, demain à 22h sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Plus de 56% des Français disent l'utiliser occasionnellement et près de 36% se disent utilisateurs réguliers. Les gens sont convaincus que l'homéopathie est efficace, mais encore une fois, il n'y a pas de preuve que c'est une efficacité pharmacologique. C'est simplement l'idée de prendre quelque chose qui les aide. Homéopathie, faut-il y croire? Présenté par Elisabeth Martichoux, État de santé, en partenariat avec la MGEN, ce soir à 21h15.